إشكاليات العقار في ارتباطها بالإسكان، في ارتباطها بالتخطيط الترابي. طبعا كمقدمة يمكن أن نتحدث عن المسألة العقارية وحضورها على مستوى الخطاب الرسمي. على مستوى الخطاب الرسمي يمكن أن نتحدث عن مجموعة من الإصلاحات على المستوى القانوني كما على المستوى المؤسسي فيما يتعلق بالإشكالية العقارية. نتحدث هنا عن مجموعة من القوانين: قانون 47/18 المتعلق بإصلاح على مستوى تدبير العقاري الموجه للاستثمار. نتحدث عن قانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطير الإدارية. يمكن أن نتحدث كذلك عن القوانين الموجهة لبعض الأنظمة العقارية كأراضي الجموع، قانون 62/17 63 64، مجموعة من القوانين، مجموعة من الإصلاحات. ومع ذلك ثمة كوابح جمة، ثمة إشكاليات واختلالات ومظاهر عجز على مستوى هذه المنظومة. السؤال هنا عن آليات التخطيط الترابي الاستراتيجي وحضور العقار على المستويات المختلفة، على مستوى التخطيط الترابي، على مستوى التعمير، كما على مستوى آليات الإسكان. لا اختلاف على أن العقار هو آلية من آليات تدبير الحكم، هو آلية من آليات الضبط الاجتماعي، هو آلية من آليات تدبير الثروة وإنتاج الثروة. ونتساءل عن حضوره في المخططات الاستراتيجية، في المخططات الترابية كالمخطط التوجيهي للتهيئة للجهوي لإعداد التراب، والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية على مستوى التعمير، ووثائق التعمير بصفة عامة، وعلى رأسها تصاميم التهيئة. هذه إشكاليات وأسئلة نطرحها على المتدخلين، علما بأن ثم تعارضات على مستوى السياسات القطاعية، قطاعات التعمير وقطاعات الفلاحة وقطاعات إعداد التراب والسياحة وما إلى ذلك، تعارضات كبيرة. أضرب مثالا بسيطا: التعارضات التي تكون بين مدارات التهيئة وبين المدارات الفلاحية. المرسوم يحدد مدار الري، ومرسوم آخر يحدد المدار الحضري، وثمة إشكاليات على مستوى التدبير وعلى مستوى تقييم وتقدير المساحات المتعين فتحها في المخططات على مستوى المدن. نحتاج إلى آليات تخطيطية تقوم بالتحكيم بين مختلف المصالح القطاعية. نحتاج إلى تدبير هذا التحكيم بين المصالح المختلفة على مستوى العقار، علما بأن العقار هو جزء لا يتجزأ من السياسات العمومية، إن كان على مستوى إعداد التراب، الإسكان، التعمير، الفلاحة وغيرها من السياسات et d'autres politiques. Il y a une problématique au niveau de l'urbanisme, sur un niveau institutionnel. On a des espaces publics pour urbaines et on veut utiliser ces regroupements. Alors ce sont des différentes questions. Ou sur différents niveaux, on a besoin d'une recherche ou bien de différentes recherches à l'avance. Si on veut avoir une planification urbaine et on n'a pas l'information,
il y a aussi parmi les questions dans ton travail où il faut les discuter, c'est sur les taxations ou bien tout ce qui est en relation avec les factures. Qui montre les différents pays et comment on peut financer ces projets. Et aussi les factures. Comme Saouira ou bien Stade ou d'autres villes, ils ont des fonciers de 100 hectares près. Comment on peut mobiliser ce foncier et réaliser ce qu'on puisse réaliser pendant 3 ans, si on considère la circulaire ministérielle au niveau 7 ans, on peut pas, on peut réaliser un périmètre urbain pendant une courte durée. Donc, les prestations de services de l'agence urbaine et aussi des taxes. Donc, ça nécessite des réformes très profondes pour éviter ces dysfonctionnements. Donc, enfin, nous ne voulons pas rester en train de remuer certaines propositions pour coordonner la gestion foncière au niveau national et au niveau régional. Aussi, on parle des fonds d'urbanisation et aussi le Conseil supérieur des informations géographiques qui n'ont pas encore mis en œuvre sont des problématiques grandes et précises. On va entendre le professeur Ahmed Maliki. C'est un professeur de droit public et directeur de l'excellence à la faculté des sciences politiques à Stade et spécialisé en droit et en urbanisme. Également, le professeur Toufiq Bahi qui va présenter quelques détails sur les plans régionaux d'urbanisation et des outils nécessaires pour la gouvernance et tout ce qui est à voir avec la planification stratégique. Et avec moi, le professeur Mohamed Mourad qui va nous parler du rôle des acteurs publics et les moyens de partenariat dans le secteur privé tel que le groupe Al-Amran. Félicitations pour les intervenants et je m'excuse si je rate des informations concernant la présentation des interventions et vous aurez l'opportunité de vous présenter personnellement. La parole à M. Ahmed Malki. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, monsieur le modérateur Mohamed Idrissi. Premièrement, je veux remercier les parties organisatrices, comme a mentionné le président de cette session, cette intervention pour parler de la planification, le schéma régional d'aménagement de territoire, SRAT, et à quel point ce SRAT met la lumière sur c'est une intervention conjointe avec mon camarade Ahmed Idrissi, certaines contraintes et introduction de qualité,
le schéma régional d'aménagement des territoires et ça entre dans le cadre de l'aménagement territoire national. Et ça a été donné à une nouvelle position, ce qui rend la région la partie qui procède à la mise à jour des. En plus de ça, elle a été considérée par les lois cadres ou bien les lois réglementaires un outil pour réduire les disparités régionales. Donc ce plan cherche à réaliser des équilibres entre l'État et la gestion de l'aménagement du territoire. En contrepartie, nous avons une question foncière qui est considérée, ce qu'on ne veut pas, c'est la matière brute pour la mise en œuvre de ce schéma régional d'aménagement du territoire. Nous sommes devant une équation. Si on sait très bien que cette question foncière, dans des études officielles, que le Maroc a besoin de mettre en œuvre ces projets, plus de 5000 hectares par an. Est-ce qu'on a une position pour cette question foncière dans ce strat? Alors, je vais partager avec vous cette question dans le schéma suivant. Je vais parler premièrement sur ce schéma en termes de dysfonctionnement juridique et aussi des dysfonctionnements institutionnels. On va se concentrer sur ces questions qui parlent de texte juridique pour parler deuxièmement pour chercher sur des entrées pour une politique foncière qui serve l'aménagement des territoires. Le schéma régional ou l'aménagement du territoire, des dysfonctionnements juridiques et autres institutionnels. Pour les dysfonctionnements juridiques, nous avons choisi certaines problématiques, c'est indicatif, pas exhaustif. Premier dysfonctionnement, c'est l'absence du texte juridique qui inclut le foncier dans les études concernant le schéma régional d'aménagement du territoire SRAT. Il y a un cahier de charges spécial, ou bien un CPS, et le législateur doit, avant de de légiférer cette loi, doit prendre en considération ce manque. Donc on peut citer aussi l'absence d'un contexte stratégique commun, d'une manière à traiter la question foncière d'une approche sectorielle. Ça peut être attribué à des différentes causes
si la multiplicité des régimes fonciers et la dualité des systèmes juridiques pour le foncier, d'un foncier immatriculé et en cours d'immatriculation et d'autres problématiques, peut-être parfois l'incapacité de mettre en œuvre des textes juridiques déjà existants et déjà publiés dans le bulletin officiel. Ce sont des choses qui nous provoquent et on peut citer deux causes dans ce sens. L'article 37 du loi 09, il n'est pas exécutable sauf en cas de contentieux. Aussi la loi sur l'expropriation et l'exspoliation qui donne à la commune le droit de bénéficier de la valeur de foncier s'il est dédié à l'utilité publique. Donc ce n'est pas utilisé. Donc ce n'est pas aussi la nature des fonciers qui freinent l'inclusion des grandes portions de terrain dans des grands projets. Aussi le problème de l'indivision. Donc un certain copropriétaire peut être l'obstacle pour l'exploitation de ce terrain. On peut ajouter aussi les dépenses à engager pour exploiter le foncier dans les études font en sorte que, ou bien démontrent que les dépenses ou bien la valeur du foncier, c'est 30 à 60% pour le foncier seulement, hors du projet. Pour la France par exemple, entre 15 et 30%. Canada 13%. 30 à 40% en Turquie, 15% en Tunisie. C'est notre voisin. La faiblesse de la mise à jour de la loi sur le foncier, beaucoup plutôt de moutures qui n'ont pas été mises en œuvre pour l'aménagement territorial et spatial. Et la loi de la qualification de l'urbanisme avec le gouvernement de l'alternance. L'article 37 qui a proposé les choix des lois de l'urbanisme lorsqu'ils sont contradictoires avec les lois concernant le foncier. On peut ajouter également l'absence des mécanismes d'arbitrage, comme a mentionné le président de la session dans les grandes lignes pour son intervention. Elle a une question de grande importance liée aux terres irriguées en relation avec les terrains d'urbanisation. Les terres irriguées ont les lois qui les régissent. Et quelle partie qui peut faire l'arbitrage et comment on peut faire dans ce contexte. Grosso modo, c'était quelques problématiques qui concernent le côté légal. Mais pour le côté institutionnel, on peut citer en l'occurrence, ça pose un problème qui ne manque pas d'importance. Selon la loi, la multiplicité des structures qui régissent le foncier. Nous avons le ministre de l'Intérieur, les Habous, et respectivement les tutelles sur les terres collectives et les terres des Habous, et aussi le ministère des Finances pour les domaines de l'État. Nous avons les collectivités territoriales et les régions, les provinces et les préfectures. Ils ont des domaines ou bien des propriétés privées et publiques. Il y a beaucoup d'intervenants et cette multiplicité d'interventions
peut être un obstacle pour la mise en œuvre de certains projets d'investissement et la mise en œuvre de l'application des politiques territoriales. Aussi l'absence de certains mécanismes réglementaires et d'arbitrage. C'est la démocratisation de la planification urbanistique. C'est une question posée par beaucoup de monde. Donc on doit faire participer tout le monde. Donc ça doit être une question communautaire partagée par tout le monde. Il y a également une lenteur et la complexité des procédures liées à la mobilisation des terres. Aussi, par exemple, la procédure de l'expropriation et aussi la dominance du pouvoir central et la non-mise en œuvre de la charte de la décentralisation. L'absence ou bien l'agence régionale pour la gestion foncière n'a pas été mise en vigueur. Elle n'est pas entrée en vigueur. L'absence de la cohésion dans le système foncier et aussi les fluctuations au niveau des interventions publiques et la difficulté d'arbitrage entre les services en contradiction et à l'absence aussi des politiques publiques claires pour aborder ces questions et ces problématiques. Quels sont les efforts consentis par l'État et comment peut-on améliorer la qualité et proposer certaines solutions qu'on juge adéquates pour mettre à niveau le secteur foncier. Au niveau juridique, on peut commencer par la Constitution de 2011, les lois réglementaires des collectivités territoriales, ou bien nous avons le Code des droits réels, nous avons la compilation des textes, le droit de zina, le droit de superficie égale et autres, même avec l'absence de la propriété, et de nouvelles lois relatives aux terres collectives qui ont donné des possibilités pour donner les prérogatives des acteurs, ou bien des acteurs publics pour acheter ou bien investir dans des terres collectives qui, en plus des collectivités territoriales, donc nous avons des nouvelles lois qui ont facilité la mise en œuvre de certains projets dans ce sens, à savoir l'allotissement. Donc les biens ou bien les propriétés sont transférés à la commune sans pour autant attendre la livraison définitive. Donc, nous avons aussi les lois 1847 régissant les centres régionaux pour l'investissement, et ou bien des institutions Sigma qui ont l'autogestion, qui peuvent l'autofinancement, pour mettre en œuvre certains projets liés au foncier. Et également, l'administration doit être obligée, ainsi que les communes, ou bien les collectivités territoriales et les institutions publiques, ainsi que les entreprises publiques, pour prendre en considération le contenu du SRAT pour l'aménagement des territoires dans un cadre qui respecte des programmes sectoriels. Les lois réglementaires pour le SRAT, mais
combien de temps qui reste. Mais malgré ces efforts, ça nécessite un ensemble de propositions, de suggestions, parce que les freins demeurent toujours et le foncier, le pierre angulaire pour la mise en œuvre des politiques publiques. Des propositions pour améliorer la qualité à travers la création d'un fonds pour le financement de l'expansion urbanistique afin de dépasser la faiblesse ou bien les taux faibles de la mise en œuvre de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc on ne dépasse pas 20% dans le projet, 80% ou plus sont juste de l'encre sur papier. Avant cette loi, donc après 10 ans, donc les propriétaires restituent leurs terres et freinent la mise en œuvre du projet public. C'est un problème, grand problème dans le cadre de financement. Donc, l'État a besoin des institutions spécialisées dans la planification des terres et des villes. On doit considérer le foncier une ressource nationale qui vise la réalisation de l'utilité publique. Nous avons si par exemple nous avons l'intérêt personnel ou bien privé avec l'intérêt public, donc on doit donner la primauté à l'intérêt public. La vente safra, ou bien la vente de marché, soit pour vendre ou bien acheter. Donc vous avez deux choix. Pourquoi on ne donne pas cette coutume la nature légale? Il y a ceux qui ont proposé avoir une relation avec les propriétaires de la propriété indivise dans ce cadre pour améliorer la situation. Donc on doit développer des mécanismes non coercitifs afin de capitaliser sur la consultation publique dans ce sens et mettre en œuvre l'agence régionale foncière et aussi proposition de donner la primauté aux lois de foncier lorsqu'ils se contradictent avec les lois d'urbanisme. Donc si par exemple on voit des dernières mises à jour de loi, donc et on trouve que le problème est toujours là concernant les fonciers. Donc s'il y a un document urbanistique, donc on doit changer la nature de ce bien du fait à ce que les lois soient adaptées à cette fin. Donc on peut parler de la mise en place d'une gouvernance foncière qui interagit avec les nouveautés vécues par le dynamisme foncier. C'est la création d'un registre national qui couvre l'ensemble du territoire national pour faciliter l'application des politiques publiques et l'unification de la cadre légal et juridique en un seul code. Un code foncier pour rassembler tous les aspects du foncier, des habous et autres, donc les droits réels et autres. La question de l'application de certains articles ou bien
la mise en œuvre de certains projets ou bien la forclusion concernant certains projets. Donc on doit rendre le fil directeur de toutes ces actions. C'est l'utilité publique qui doit être le fil directeur. Donc on parle aussi de la justice foncière. Au niveau académique également, on peut parler d'un manque que nous avons. On doit inclure des spécialités qui relient le foncier et d'autres types de gouvernance, soit au niveau des universités ou bien des centres judiciaires. Au niveau de l'IAV, notamment la topographie, nous avons besoin pour ces études, même au niveau de la formation des ressources humaines, nous avons besoin à 3 points essentiels. Un arsenal juridique mis à jour et adapté, une perspective holistique qui met en avant la coordination et l'interactivité, et dernièrement, éviter les interventions publiques basées sur des solutions de fortune. Je suis désolé si je m'excuse si je dépasse le temps alloué et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Si Maliki, à travers sa lecture axée principalement sur les aspects juridiques et institutionnels. Il a bien souligné, bien soulevé un certain nombre de dysfonctionnements, de déficiences structurelles dans les dispositifs nationaux. Notamment le manque à gagner en termes de planification stratégique dans les outils de planification urbaine, le manque à gagner en termes d'études foncières préalables pour faciliter la mise en relief, la mise en évidence d'un certain nombre d'options d'aménagement dans le cadre d'une clairvoyance. Et il a bien souligné un certain nombre de recommandations sur le plan juridique, sur le plan technique, sur le plan institutionnel, comme sur le plan de gouvernance de la question foncière dans les différentes échelles de planification. À ma gauche, c'est Taufer Bahi. Il est ingénieur statisticien démographe, directeur de BUT, d'un bureau d'études Mars VLT Info. Il va nous parler des plans régionaux de l'habitat comme outil de gouvernance territoriale et en liaison avec la planification stratégique. Je vous la parole, Si Bahi. Bonjour. D'abord, je remercie les organisateurs de cette conférence, mes collègues aussi là pour cette invitation. Mesdames et messieurs, mon intervention concerne, je vais présenter un outil qui, dans les résultats de cet outil, permet un peu le lien avec la conférence qui est le foncier, la gestion de foncier. Je commencerai par la question, c'est la difficulté de mobilisation de foncier, et étant donné que notre thème, c'est le foncier au service de l'habitat et du développement territorial. Vous savez, au Maroc, il y a un phénomène, il y a un processus qui a commencé, ça fait déjà des décennies, c'est l'urbanisation. Et là, déjà, à travers un chiffre qu'on connaît déjà, le taux d'urbanisation, la part là, il a atteint 63%, c'est-à-dire plus que la moitié de notre population, ils vivent le milieu urbain, contre 55% déjà en 2004. C'est-à-dire en 20 ans, on a déjà gagné plus de 12 points. C'est un processus qui est important et qui est plus rapide en termes de temps. Ce qui engendre
une forte demande, que ce soit en matière d'habitat, en matière d'équipement ou en matière de services. Et ça, cette question, il interpelle beaucoup les pouvoirs publics, là, davantage les territoires pour la réception de ce nouveau flux qui ne s'arrêtera pas. Il est encore en faisant. C'est dans ce sens, après une certaine étude, une évaluation des politiques anciennes, vous savez, dans le temps, on faisait des politiques au niveau national, le programme, par exemple, le dernier national de l'habitat social, le programme des 200 000. Maintenant, on allait, avec le choix du Maroc, d'emprunter une gouvernance basée sur la régionalisation et sur la territorialisation. On a refait là d'activer un nouveau outil suite à la dernière réunion de Commission nationale de l'habitat en 2018, ce qu'on appelle le plan régional d'habitat, dans sa vision perspective qui va engager les différents partenaires sur la base d'études et de visions partagées. C'est-à-dire le travail va commencer au niveau régional, là, au niveau local, et il va remonter là. C'est quoi ce plan régional? C'est qu'il a comme objectif d'établir au niveau d'une région donnée une vision stratégique et concertée en matière d'habitat et bien sûr adapter le besoin, le contexte de la région et sur laquelle on va dégager des actions concrètes en matière d'intervention et une programmation avec bien sûr un plan d'action prioritaire. Donc en quelque sorte, on peut résumer, c'est quoi un plan régional d'habitat? C'est un document de planification stratégique, et je reviens là sur la question aussi. C'est la même chose que le SRAT, il n'a pas encore une base juridique, parce que c'est juste un début. On espère que dans quelques années, que ça soit la base au moins des documents d'urbanisme. C'est une étude qui va déterminer avec un détail près, même au niveau local, quelle est la demande en habitat par catégorie même sociale. Ça peut servir déjà pour les documents d'urbanisme et d'autres documents. Bien sûr, c'est un document qui a une échelle, un horizon de 10 années, qui tient compte, bien sûr, des documents d'urbanisme existants. C'est quoi les objectifs stratégiques de cette là? C'est d'abord adapter l'offre à la demande. Vous savez, au Maroc, c'est une des grandes problématiques qu'on a. On a juste un simple indicateur qu'on connaît. Il y a une proportion de plus de 14% de parc qui est vacant. Il est là, sur le marché, mais il est vacant, il n'est pas utilisé. Donc il y a un problème entre l'offre et la demande de l'habitat. C'est en tenant compte de dynamiques au niveau local, démographique et aussi des ménages additionnels et sur les marchés, la pression sur le marché. Disposer d'une vision, qu'est-ce qu'on veut pour une région donnée, ou là pour le Maroc, sur 10 années, cette vision qui doit être concertée avec les différents intervenants au niveau régional. Et proposer bien sûr un plan de gouvernance territoriale, comment réagir par rapport à cette demande qui va être élaborée. Les objectifs spécifiques, c'est d'abord, avant de dégager une vision, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a, un diagnostic, étudier au moins sur une dizaine, une vingtaine d'années, en fonction des disponibilités d'informations, l'évolution du parc, production, déficit, caractéristiques du parc, autrement dit, comment l'habitant ou le citoyen de la région veut habiter ou veut avoir. Définir la demande en besoin de là, et ça c'est un gros problème en quelque sorte dans notre pays. Généralement, on a des ouvertures d'urbanisation où là on a une production d'habitat, ce sont même des études préalables sur est-ce qu'il y a un besoin et sur la qualité ou le type de produit qui est mis sur le marché. Prospecter, c'est là où il y a le lien avec notre conférence, les réserves foncières disponibles à mobiliser. Je vais y revenir par la suite. Et ensuite, il y a tout ce qui est synthèse, d'analyse et de croisement de ces données pour pouvoir dégager. Alors, pour pouvoir le faire, ce PRH se réalise en 3 étapes. La première, c'est d'abord élaborer la méthodologie. Ensuite, il y a un travail de diagnostic et d'analyse avec des enquêtes ménages et institutionnels très détaillés qui partent au-delà de la présentation du contexte, l'état du parc, l'identification des besoins, de là, la réalisation d'une enquête principalement sur la demande, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, et le recensement de la prospection. Et par la suite, la 3e étape, après avoir discuté avec les gens sur les résultats de ce diagnostic, on passe à un croisement de ces résultats pour définir une vision pour une région donnée. Alors, pour les éléments méthodologiques, on a tout de même retenu des principes fondamentaux à nous parler là. D'abord, adopter l'approche de développement intégré et durable.
Vous savez, sur les ODD, surtout la vision 2030, qui stimule qu'on a besoin d'un logement pour tous. Et là aussi, la durabilité de ce logement. Deuxième principe, il faut prendre le logement dans ses différentes dimensions. C'est une dimension économique. Lorsqu'on crée un logement, c'est de l'économie, de l'emploi, de la valeur ajoutée. Mais aussi, lorsqu'on crée un logement, il y a un effet multiplicateur sur plusieurs secteurs, pas seulement sur le secteur-là. Aussi, c'est aussi un vecteur social. C'est une situation pour le ménage. Troisième aspect, c'est la question environnementale. Le fait de construire un logement, c'est aménager. Donc il y a une composante à prendre en considération là. Et le troisième principe aussi, le méthodologique, c'est de prendre une approche concertée, c'est-à-dire concertée avec les différents intervenants lors de l'élaboration du PRH, lors du diagnostic et aussi lors de l'élaboration de la vision et du plan. Je ne vais pas m'attarder sur ces éléments-là. C'est un peu, en quelque sorte, comment on préconise de faire ce travail. Le contexte là, l'étude du contexte là, les tendances récentes, les dynamiques et ainsi de suite. L'étude de l'EPAC, je suis allé sur la demande pour avoir juste une idée. C'est une étude détaillée qui va déterminer quel est le niveau en termes quantitatifs de données, mais aussi quels sont les éléments qualitatifs de cette demande. La typologie, les types de là, le statut d'occupation demandé, le mode d'acquisition. Il y a certains qui veulent acheter un logement construit, d'autres qui veulent un terrain pour construire leur logement de là. Quels sont les profils des demandeurs? Tout ça, c'est des éléments importants pour planifier ça dans le temps. Bien sûr, en étudiant, pour avoir le comportement des gens sur le temps, on fait tout ce qui est ce qu'on appelle les mobilités, comment les gens ont vécu la mobilité antérieure dans le passé. Et l'un des apports de ce plan, c'est qu'elle a proposé de faire une prospection foncière. Une prospection foncière pour cette demande. Pas de manière générale. J'ai une demande, par exemple, je prends la ville de Souaira, là, j'ai un besoin, là, j'ai plusieurs manières de le faire. Soit je vais chercher sur ce qu'on appelle les zones d'urbanisation nouvelles, est-ce qu'il y a encore des opportunités à mobiliser, soit j'essaye d'utiliser, d'exploiter les possibilités offertes sur les terrains, sur les plans ou les documents d'urbanisme déjà. J'ai devant vous une photo, là, la ville. J'ai un besoin d'à peu près 2000 et quelques logements qu'on a besoin, mais j'ai une opportunité sur la zone, sur la périphérie de la ville, là. Sur la zone verte, c'est une zone villa, et sur la zone 1, c'est une zone d'habitat économique E1, E2, c'est le R+1, R+2. Mais le besoin le plus important pour la ville, c'est beaucoup plus du social. Donc là, il y a déjà un petit problème d'adéquation. J'ai une demande, mais sur la zone, il n'y en a pas, et il y a la zone organique, on ne peut pas faire d'extension, et là, ça nous connaît. Donc là, c'est là, finalement, je reviens sur là, il faudrait un moyen de trouver entre les différents intervenants. La même chose sur un autre, au niveau de je crois, c'est là. Il y a une demande aussi économique et il y a des possibilités d'utilisation déjà du foncier existant. Voilà. C'est sur le besoin qui est dégagé au niveau de la ville. Déjà, la réserve stratégique relevée par le plan d'aménagement, elle est assez suffisante. Donc l'ouverture, et ça l'intérêt, c'est ça l'intérêt du PRH, c'est de pouvoir optimiser la mobilisation du foncier juste pour un besoin spécifique qu'on devrait actualiser. Il ne faudrait pas oublier, c'est des études prospectives. Il faudrait les suivre dans le temps. Ça peut le besoin d'aujourd'hui, ça peut changer dans 2 jours, ça peut, dans 2 années, ça peut changer dans 3, 4, 5 années. Je crois que ça, c'est l'essentiel là. Merci. شكرا أستاذ باهي. أستاذ باهي حدثنا عن هذه الآلية الجديدة. هي بالحقيقة قديمة جديدة. كان الحديث عنها يعني منذ عقود خلت، يتم تنزيلها اليوم كآلية من آليات اتخاذ القرار على مستوى السكنة. هناك منهجية لإعداد هذا المخطط الجهوي للسكنة.
وهي مراحل Régional, c'est une. Il y a des stages pour identifier le manque et pour remobiliser ces zones pour des projets de logement. Il nous a parlé de la l'identification en collaboration avec une approche qui demande la durabilité et la prospection et l'usage de logements avec une vision prospective pour être capable d'identifier le manque et de repérer le manque. On va passer à un autre directeur. Cette fois-ci, c'est Monsieur Sqat, Mohamed Mourad Sqat, chargé de la grande question des fonciers au niveau de l'Omran, et il va nous présenter une réflexion sur les rôles des acteurs publics et outils de partenariat, notamment le partenariat public-privé. Et il va nous présenter précisément le cas des holdings Al-Omran. À vous la parole, c'est Sqat. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable assistance, mesdames et messieurs, donc c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter le groupe Al-Omran, qui est le bras armé de l'État pour mettre en œuvre sa politique en matière d'habitat et d'urbanisme, et vous présenter aussi sa stratégie foncière qui lui permettra d'assurer sa pérennité et de répondre à la commande publique, notamment les programmes gouvernementaux qui lui sont demandés par les pouvoirs publics du ministère de l'Habitat. Alors, si vous permettez, notre présentation va tourner autour des axes suivants. Une présentation du groupe Al-Omran, puis les programmes stratégiques de l'État sur lesquels travaille Al-Omran, et puis les orientations stratégiques développées par Al-Omran en matière foncière. Cette stratégie, elle est axée à deux niveaux, une revue de sa stratégie foncière, et puis Al-Omran s'est lancé au niveau de la digitalisation. Alors, par rapport au premier point, la présentation du groupe Al-Omran. Donc, le groupe Al-Omran est un acteur stratégique pour la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'habitat et de développement urbain. Et il agit au niveau de 4 lignes métiers. Premièrement, l'aménagement du foncier, qui par la mobilisation et la valorisation des réserves foncières. La deuxième ligne métier concerne le développement territorial. La troisième ligne métier concerne le traitement de toute forme d'insalubrité. Et la quatrième ligne métier, c'est la production et le divertissement des offres foncières. Alors, par rapport les chiffres, le groupe en termes de chiffres, alors le groupe il est composé de 10 sociétés filiales, plus une holding qui coiffe l'ensemble de ces sociétés filiales. Le groupe dispose d'une couverture territoriale très large par 50 agences au niveau national et une agence à l'international. Il regroupe pratiquement 881 collaboratrices et collaborateurs. Le groupe profite d'une expérience de plus de 40 ans. En termes d'investissement annuel, il atteint 6 milliards de dirhams par an et sa production annuelle dépasse les 14 000 unités. Alors le groupe dispose d'une couverture territoriale complète
et un déploiement territorial sur les 12 régions du royaume. Alors, les 10 sociétés filiales du groupe, il regroupe les 12 régions économiques du royaume. Et comme vous le voyez, chaque société filiale couvre une région économique et la société filiale Janoub, elle couvre les 3 régions économiques du sud. Rapidement, la répartition de chaque société filiale donc dispose au niveau territorial de plusieurs agences au niveau de chaque région. Donc, si vous voulez bien, donc au niveau pratiquement de chaque région, le cadran rouge, c'est la société filiale. Le vert, ce sont les sociétés, les agences qui se chargent des villes nouvelles, sur lesquelles on va parler par la suite. Et puis, ce qui est en blanc, c'est les agences territoriales. Alors, par rapport aux programmes stratégiques de l'État, le groupe est chargé de plusieurs projets. Il est engagé dans les programmes publics prioritaires de l'habitat et de lutte contre l'habitat insalubre. Il est engagé au niveau du programme Ville sans bidonville, par le recasement et la restructuration. Il est aussi engagé dans le programme de logement cédé à un plafond de 140 000 dirhams, appelé les logements à faible valeur immobilier, donc par l'aménagement des îlots à mettre à la disposition des promoteurs immobiliers pour développer des projets, des agglomérations pour des habitants et des opérations en propre. Donc il peut aussi procéder à la construction de ces logements en propre. Il est aussi engagé au niveau du programme social, ce qu'on appelle les programmes commercialisés à hauteur de 250 000, toujours par l'aménagement des îlots, soit en propre, soit au niveau du partenariat. Il est aussi engagé dans le programme des villes nouvelles. C'est un nouveau concept sur lequel on va parler par la suite. Il est fortement engagé dans le nouveau programme des deux logements, qui vient d'être lancé par Sa Majesté de l'Assis. Il est engagé aussi dans le lancement des pôles urbains et les zones nouvelles d'urbanisation. Il est engagé au niveau des programmes spéciaux des provinces du Sud par la résorption de l'habitat insalubre qui existe au niveau de la région. Il est engagé sur les programmes de traitement des tissus anciens et du menace en ruine. Et il est engagé dans le programme de restructuration. Donc, un certain nombre de projets sur lesquels le groupe Omran, il est engagé. Le concept des villes nouvelles, c'est un défi à relever par le Omran. C'est dans ce sens, il avait lancé 4 villes nouvelles sur une superficie de pratiquement 5 000 hectares pour accueillir plus de 100 000 habitants à terme. Ces villes nouvelles sont la ville nouvelle Sharafat qui est au nord du Maroc, qui est lancée en 2009, la ville nouvelle de Tamsa, d'une superficie de 840 hectares, qui est lancée en 2007, la ville nouvelle Rieta, à côté de Casablanca, qui est lancée en 2009, et la ville nouvelle Tamsort, à côté de Marrakech, qui est lancée en 2004. En plus de ça, le groupe il intervient sur plus d'une 50aine de pôles urbains. Alors, en termes de réalisation des programmes gouvernementaux, il faut noter que le groupe Omran a pu changer les conditions de vie de presque 270 000 habitants dans le cadre du programme Ville sans bidonville. Il a aussi permis la production de 140 000 logements dans le cadre des logements à faible valeur immobilière. Pour le social, il a pu produire pratiquement 95 000 unités. Il a pu traiter 18 000 ménages dans le cadre de l'habitat menacé en ruine. Il a pu produire 102 unités dans le cadre de la mise à niveau urbain. Je saisis cette occasion pour souligner et mettre l'accent sur l'engagement du groupe Omran, son engagement formel
pour le nouveau programme d'aide au logement. Donc, on s'est engagé sur 141 000 logements à produire entre 2023 et 2028. Ces logements seront produits pratiquement dans l'ensemble des régions du royaume à différentes densités. Donc, chaque densité est différente de l'autre. Donc, les couleurs, puisque c'est dense, puisque la densité ou le nombre des logements à produire est important. On passe le vif du sujet, qui est l'orientation stratégique développée par l'Omran en termes de stratégie foncière. Alors, avant d'entamer cette partie, je pense qu'il est opportun de partager avec vous les acquisitions foncières opérées par le groupe Omran au niveau des 10 dernières années. Alors, ces acquisitions donc, passent avec une moyenne de 400 hectares par an. Donc, il y a des périodes où on passe à 800 hectares, il y a des périodes où on va vers 200 hectares par an. Il faut noter à ce niveau que l'ensemble des terrains acquis par l'Omran, à hauteur pratiquement de 90%, ce sont des terrains domaniaux dans le cadre de la mobilisation du foncier public au profit du groupe Omran, qui a été faite à travers de plusieurs conventions de mobilisation, et aussi le foncier collectif qui est mobilisé par l'Omran à travers aussi des conventions de mobilisation le foncier collectif qui appartenant aux collectivités ethniques qui est mobilisé par le groupe Omran. Donc, on est obligé de continuer au niveau de cette lancée de mobilisation le foncier pour qu'on puisse répondre à nos objectifs et réaliser les projets dont on a la charge. Donc, on est obligé de continuer à mobiliser un foncier et d'accroître notre réserve foncière. Alors, l'objectif recherché à travers cette mobilisation, c'est d'accroître la réserve foncière pour lui permettre d'assurer sa mission dans de bonnes conditions, mobiliser un foncier assigné et facilement exploitable. Pourquoi assigné et facilement exploitable? Parce que ils ont parlé des problèmes rencontrés par le foncier au niveau du Maroc. Donc, le foncier qui doit être mobilisé, il faut qu'il soit un foncier immatriculé, pas loin des villes, pour qu'il soit bien raccordé, le coût de raccordement soit abordable, et pour pouvoir faire des projets et garder les prix de sortie des produits réalisés par l'Omran. Et tout ça pour disposer de la matière première du groupe Omran pour réaliser ces projets. Alors, une première action qui a été lancée, c'est de définir notre besoin en foncier pour les 5 prochaines années. Alors, notre besoin en foncier pour les 5 premières années se situe envers 9 900 hectares à mobiliser pour les 5 premières années pour pouvoir continuer sur cette même lancée. Et on s'aperçoit que ce besoin en foncier, il est concentré à hauteur de 2 tiers sur les grandes régions économiques, notamment Casa, Rabat, Agadir, Fès Meknès, etc. Alors, le besoin en foncier, il faut qu'il soit mobilisé par le Omran. Comment on a conçu la mise en œuvre de la mobilisation de le besoin en foncier? On dispose déjà de 3000 hectares, les 3400 hectares, le foncier public mobilisé, foncier domanial mobilisé au profit de l'Omran, qui est encore problématique
parce qu'il y a des documents d'urbanisme qui n'ont pas encore couvert le foncier, il y a un problème de raccordement, donc on essaie de régler la problématique les pouvoirs publics pour que ce foncier soit ouvert à l'urbanisation et pour qu'on puisse le utiliser par la suite. Et il nous faut la différence de 6500 hectares pour pouvoir disposer de tout notre besoin en foncier. Alors les 6000 hectares, il faut lancer des procédures de prospection. Pour cela, donc, notre stratégie foncière a été revue et il est axé aujourd'hui sur 4 axes principaux. Alors, le premier axe, c'est l'amélioration de la gestion du foncier et optimisation des ressources. Ça veut dire que il faut déjà les projets sur lesquels on va s'engager par la suite, ils doivent être des projets bien conçus, des projets pointus et qui répondent à une rationalisation du foncier. Ça, d'une part. D'autre part, le foncier qui a été mis à la disposition de l'Omran par les pouvoirs publics, une partie a été utilisée par le groupe et une partie elle a été mise à la disposition des promoteurs immobiliers pour aider l'Omran à accomplir sa mission. Alors, ce foncier qui a été mis à la disposition des promoteurs immobiliers dans le cadre de partenariat, donc le foncier qui n'a pas été mobilisé, donc on l'a récupéré pour pouvoir l'utiliser au niveau de nouveaux projets. Le deuxième axe concerne l'extension de la prospection. Donc, sur les 9000 hectares, donc les 6000 hectares, on a déjà lancé la prospection. Donc, pratiquement 3000 hectares, elle est prospectée au niveau du domanial et 2800, elle est prospectée au niveau le collectif. Et aussi, donc, on va essayer de développer nos relations avec les propriétaires foncières, l'ADAR, la direction des affaires rurales, le ministère des Finances, la direction des domaines, etc., pour pouvoir bénéficier de l'ensemble le foncier qui dispose au niveau le territoire. Et le dernier axe, il concerne comment on va financer ce foncier. Donc, l'action phare à ce niveau-là, donc on a développé une plateforme commerciale sur un fonds Google Maps qui permet à l'ensemble ceux qui souhaitent acquérir un foncier d'aller sur cette plateforme et de choisir son produit et sur lequel il y a toutes les caractéristiques et même prendre un rendez-vous avec le commercial et passer. Donc cette plateforme, ça va nous permettre de dégager un flux qui va nous permettre de financer le foncier qu'on est en train de prospecter. Alors le deuxième axe, il concerne la digitalisation. Donc peut-être j'ai pris un petit peu de temps. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Alors, l'objectif du groupe pour se lancer dans la digitalisation, donc, premièrement, pour la fiabilisation des données, la monitoring des projets pour suivre les projets, la coordination entre les différentes entités, la gestion électronique des données et les échanges avec les partenaires qui souhaitent suivre les projets et qui sont partenaires au groupe Omran, ils peuvent avoir un accès au niveau de la plateforme développée par l'Omran pour pouvoir suivre directement leurs projets. Alors rapidement, donc la plateforme qui a été développée par l'Omran, intitulée plateforme Inges, sa composante technologique, c'est un SIG qui permet la situation géographique, un gestionnaire de documents et des tableaux de bord pour le reporting. Sa fonctionnalité technique, on peut prospecter
un foncier et le faire rentrer au niveau de cette base, suivre toutes les différentes formes d'acquisition et la réalisation des affaires subséquentes au moment où on a acheté un foncier et on veut utiliser une partie de le foncier. Alors, toujours dans ce même cadre, donc la plateforme INJA, c'est un outil pour la gestion avancée des prospections foncières. Alors, c'est un site interactif et il permet de suivre les dossiers des groupes. Alors, je vais aller directement, la dernière, justement. Dans le tableau de bord. Alors, je vous ai préparé deux vidéos pour vous montrer de la plateforme de quoi elle est capable. Donc, sur le plan foncier, donc, on peut passer l'identification de le site. Le site, une fois il est identifié, donc on va faire entrer l'ensemble des caractéristiques de le foncier identifié par parcelle. Voilà. Toutes les informations sont saisies au niveau de cette base. Et puis, la partie acquisition, tout ce qui est acquis est ressorti au niveau de cette base. Et puis, les tableaux de bord. Alors, une fois le foncier il est acquis et il est enregistré, donc il est remis au chef de projet pour que le foncier soit développé. Alors, une fois il est remis au chef de projet, rapidement. Donc, le chef de projet, il va s'assurer est-ce que son projet est exactement au niveau de la partie qui est acquise. Une fois qu'il s'assure, donc au niveau des constructions, il y a des caméras qui sont implantées pour suivre en temps réel l'état d'avancement des projets et faire ressortir des situations de l'état d'avancement des projets avec différentes couleurs. Ce qui est en vert, il respecte les délais. Ce qui est en rouge, il dépasse les délais. Et comme ça, on peut suivre de manière très, très précise l'état d'avancement des projets. Et je m'excuse pour que j'ai pris plus de temps que prévu. شكرا سيد المدير. سيد المدير مشكورا. Merci, monsieur le directeur, pour la présentation, pour votre présentation sur le foncier groupe Al-Omran. Vous avez détaillé le travail fait par cette agence nationale en ce qui concerne l'habitat et la préparation des territoires. Il a parlé des besoins, des projets et aussi les prospections futures des projets, et il a terminé par des statistiques et les efforts déployés concernant la modernisation des données et le suivi. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Après cette intervention, on ouvre maintenant, on vous donne l'opportunité pour poser des questions. Et j'espère que les intervenants, que les interventions soient au point et bref. Ce sera difficile, mais on va terminer à 10 minutes. Bonjour, Anna Sheima Gilzim. Je note déjà les prises de parole. Oui, pardon. Par la suite, Simkawi, mais il vient de m'informer qu'on doit être bref, on doit clore la session dans 10 minutes. Ce sera difficile, mais on va faire l'exercice quand même.
Senna. Si. سي سي عبد الإله سي بوزرزايت أستاذة شيماء. Anna Shema Gzim, je suis j'ai ancienne innoïste et je suis chef de projet en France. Et en fait, ma question va vers Monsieur Bahi en premier. Pourquoi vous avez choisi de faire un plan régional à l'échelle plutôt régionale et non pas locale? Parce que tout ce que vous nous avez présenté peut être fait de manière locale. Et je pense, à mon avis, qu'il peut être plus efficace de le faire au niveau local et aussi d'intégrer tous les éléments concernant les logements sociaux, qui est un peu l'équivalent d'un plan local d'habitat en France, qui peut être vraiment bien et qui peut réglementer certaines choses. Par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas le plan local d'habitat en France, c'est un plan qui réglemente en fait l'habitat social principalement et qui oblige en fait les promoteurs à avoir un certain pourcentage de logements sociaux dans leur programme immobilier en fait. Merci. Donc ça c'était la première question. La deuxième question c'est pour Monsieur Strat. Vous allez consommer les 10 minutes. Oui, non, c'est bon. Ça va être vraiment rapide. Ma question, en fait, c'est sur le montage d'opérations que vous avez présenté, le nouveau programme d'habitat. Nous, on connaît l'ancien programme qui de 250 000. Ça, on a compris à peu près comment vous avez fait pour le monter. Mais pour ce nouveau programme, on n'a pas vraiment une idée sur comment il est monté de manière financière et juridique. Voilà, merci. Simkawi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنت أود يعني شيئا ما الإسهاب في المداخلة، لكن ما دام أن الوقت ضيق سأحاول الاختصار والإيجاز. أعتقد أن J'ai voulu faire une longue intervention, mais on doit parler sur la relation entre la terre et le problème des résidences. Alors il faut travailler dans un temps qui est pressé. Je crois que la réponse à cette problématique, il faut déjà donner la priorité au développement. Bien sûr, les propositions proposées par Monsieur Malki sont très importants, mais normalement l'approche sectorielle reste toujours prioritaire dans ce secteur immobilier qui nous donne des problèmes en ce qui concerne la mise en œuvre. Alors, ce que je veux, c'est donner des indices parce que je parle avec, je travaille avec Monsieur Bahi en ce qui concerne la planification et les plans urbains, qui était le résultat de ces problèmes. On a essayé de répondre aux problèmes et la relation entre les besoins résidentiels avec l'immobilier. Ici, on a essayé de démonter cette équation. Et nous, au Maroc, on a la bonne documentation pour travailler au niveau micro, mais on n'a pas une vision sur le niveau régional. C'est pour cela qu'on a voulu travailler, on a commencé par la détection des besoins par région, et aussi déterminer les opportunités immobilières qu'on peut exploiter après durant le niveau de la mise en œuvre, et aussi en ce qui concerne le niveau ou l'étape des procédures. Merci aux organisateurs, merci aux conférenciers, merci aux modérateurs. Normalement, on avait aimé avoir beaucoup plus de temps parce que tellement le sujet il est très important
et les interventions aussi sont très importantes. Alors, je résume, comme ça a été dit. J'étais interpellé par les deux premières interventions, si Malki ou si Bahi. Alors, en ce qui concerne un mot ou une phrase qui a été dite par Sil Malki concernant l'institutionnalisation du SRAT. Ça veut dire qu'il y a un manque de texte juridique sur le foncier en ce qui concerne le SRAT. Vous savez mieux que moi que au Maroc, il y a un grand arsenal juridique concernant le foncier. Il y a plus que 3000 textes. Si je rassemble les lois, les dahir, les décrets, les arrêtés, les circulaires, il y en a plus que 3000. Donc le problème, ce n'est pas du tout un problème de manque de textes juridiques en ce qui concerne le SRAT. Mais en ce qui concerne, soit qu'il y ait des textes qu'il faut mettre à jour, il y a des textes juridiques qu'il faut mettre à jour qui sont carrément obsolètes, ou il y a même des textes qui ont été appliqués à une certaine époque et on ne les applique plus. L'exemple, les textes sur le remembrement urbain. Là, on avait fait une expérience très importante pendant le protectorat. Actuellement, on les a mis de côté. Et du coup, ils pouvaient résoudre un certain nombre de problèmes en ce qui concerne les SRAT, en ce qui concerne, et là je reviens à la deuxième intervention, l'habitat. Là, je précise, le plan régional d'habitat sont des plans qui sont en cours actuellement d'établissement. Ils ont lancé 4, je crois, cette année. Il va me rectifier. Là où, lorsqu'on parle habitat, on ne parle pas uniquement habitation. Parce que habitat, c'est un ensemble d'habitations et de toute l'infrastructure et tous les équipements qui sont concernés. Et du coup, lorsqu'on parle du foncier au niveau de ce plan régional d'habitat, c'est un plan, le foncier, il est la pierre angulaire et malheureusement, je vois dans les phases 1, phase 2, phase 3 qui a été énoncée par ces Bahi, il y a un seul point, il se trouve dans le 4e point en tant que recensement et prospection. Alors que le foncier, ça nécessite une analyse vraiment très très précise, parce que c'est un problème aussi de mentalité. Donc, tellement l'intervention elle est longue, mais comme vous m'avez bloqué, donc je vous remercie. Merci infiniment. C'est très difficile de bloquer son professeur, mais il ne faut pas faire autrement. C'est Nourdine. J'ai voulu poser 3 questions. Concernant l'étude d'habitat, c'est pas quelque chose nouveau parce qu'on a déjà ce type d'études au niveau ministériel. On avait des études 2020 en ce qui concerne les besoins selon les régions et les villes. Ici, il ne faut pas toujours commencer à zéro, mais il faut les coordonner entre les études. Il y en a plusieurs études au niveau de ministère d'Intérieur, etc. Mais il faut bien les utiliser. Et aussi résoudre les problématiques et ne pas seulement construire des villes sur des villes, surtout avec les villes anciennes qui étaient bâties pendant la période de protectorat. Il faut réagir, il faut agir d'une manière intelligente avec ce développement urbain et les priorités. Par exemple, le groupe Al-Omran maintenant, il est en train de chercher des lots et des nouveaux terrains et déployer par exemple 400 000 hectares. Et il y avait d'autres déploiements avec des grands terrains dans les années précédentes. Est-ce qu'il y a une évaluation? C'est une consommation qui coûte cher. Et il y avait par exemple 7 milliards de dirhams. Est-ce qu'il y a une évaluation sur le rendement de ces investissements?
ces investissements par la monnaie de l'État, parce que il faut avoir un rendement au moins 10% ou 8%. Et pour ne pas accuser l'agence ou le travail et la performance de cette agence, en plus des terrains que vous avez mentionnés avant, c'est quoi le pourcentage des projets sociaux et enfin, toujours dans les programmes au niveau de projets au niveau ministériel, vous avez parlé de 400 millions de dirhams et vous avez aussi sur des projets qui sont arrêtés à 2010 et si je me rappelle très bien, le projet de 240 000 résidences, c'est arrêté. Ça fait déjà des années, mais c'est quoi l'évaluation et on sait que l'habitat social, c'est parmi les grands composants de groupe Al-Amran. J'insiste aux chers intervenants d'être brefs mais alors je crois qu'on doit s'arrêter dans ces deux dernières questions, Monsieur Abdillah. D'abord au début de présentation, M. Idrissi, il a adressé plusieurs problèmes immobiliers en ce qui concerne les terrains communs et qu'on ne peut pas valoriser urbanement parce que c'est des grandes surfaces et on ne peut pas les couper aussi par des obligations juridiques. Ma question, tout simplement, c'est quoi le problème sur le niveau judiciaire et au niveau des procédures? Et si on a la bonne documentation au niveau de la municipalité et aussi pour les terrains pour les terrains indivises, de les exploiter, par exemple à Marchika, à Birakrar, et le périmètre supervisé par l'agence à Birakrar, c'est pour l'intérêt général. Bismillahirrahmanirrahim. Shukran li sada l'asatida al-tadkhul. Merci, cher professeur et cher intervenant. Le problème, c'est la relation entre l'immobilier et la planification de domaine en général. Est-ce qu'il faut bien planifier ou avoir une planification stricte? Et est-ce qu'il faut bien encadrer le travail de planificateur où la planification doit être libre et cherche le développement, et on peut avoir des réponses par d'autres systèmes au niveau international. Pour le système immobilier marocain, c'est pas tout simplement compliqué, mais compliqué sur plusieurs niveaux. Il y a un système de sanctions, un système de hubus. Et je sais qu'il y a d'autres contraintes, mais il fallait, je crois, se concentrer sur pour résoudre les problèmes de chaque problème immobilier. بالتالي اسمح لي لكي اقول بان الدراسه او المداخله هنا ركزت على السبائس ديال انجاز الدراسه، لم تتناول الوثيقه في حد ذاتها.
لو بلان ريجيونال دابيتا هو واحد الوثيقه مرجعيه اللي تخطيط لتطوير العرض السكني على واحد الافق ديال 10 سنوات. بالنسبه للمداخله ركزت هنا فقط على المارشي انا بدا في المراحل ديالو. فيما يتعلق بلا رابور ميثودولوجيك فكان ربما من الافضل ان نتناول الطبيعه ديال هذه الوثيقه هذه. Je crois qu'il fallait discuter et bien expliquer la nature de ce plan et aussi le taux de sa réponse aux besoins. Merci beaucoup aux intervenants. J'ai d'autres demandes, mais je m'excuse. Il y avait d'autres. Ben d'accord, vas-y. Randa Galal, professeur à l'université du Caire. Je suis vraiment étonné par l'idée hier concernant la collection des terres et le rassemblement des terres par le ministère d'Agriculture et le travail d'une manière régionale et locale. Réfléchir mondial et agir local. réfléchir national et agir local. فأنا مبهورة إن نتعامل مخططات. Je suis ému qu'il y avait des programmes au niveau local, même que ça prendre du temps. Et je crois que la planification régionale et territoriale, je crois que c'est qu'il faut le suivre parce qu'il est déjà dans le document. Et je crois que c'est un bon travail. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Ben, je serai dur avec les autres et je demande aux autres de prendre qu'1 minute et 30 secondes. Ben, en interaction avec l'audience, cette problématique immobilière est compliquée, mais juste pour la clarification, j'ai pas dit que la planification urbaine n'a pas de référence juridique ou légale, mais j'ai parlé que l'acquisition foncière n'est pas bien détaillée dans le planning ou la planification et c'est pas un problème la référence juridique, mais le problème c'est dans la mise en œuvre, la coordination entre les études et quand vous avez mentionné la coordination et aller au-delà de l'approche sectorielle, aussi l'intérêt général. Monsieur Abdelilah, ben, veuillez laisser le téléphone et m'écouter 1 minute. L'intérêt public, c'est un grand sujet. Comment il a l'air simple, mais pour l'appliquer, appliquer par exemple le plan urbain, c'est déjà compliqué et difficile. Et surtout entre parenthèses les nouvelles villes, c'est pas un projet qui a eu de succès. C'est pour cela il faut bien planifier sur plusieurs niveaux et sur les politiques territoriales au niveau local, régional. Ben ça c'est c'est une vision révolutionnaire que vous avez évoquée là. Méthodiquement, oui, ben on peut se mettre d'accord. Méthodologiquement, comment on fait pour la mise en œuvre, etc. Et aussi, ben c'est une question qui a l'air explosive. Pourquoi région? Parce que la région, ça intègre déjà le local. Et déjà, c'est une première au Maroc.
une territorialisation au niveau régional, c'est la première. Avant, c'était juste les politiques nationales. Deux, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'études. Le problème, c'est que la méthodologie des études diffère et le temps. Parce qu'en 2020, j'en ai participé, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas une demande très spécifique pour là. Il n'y avait pas une concertation avec les intervenants locaux sur la stratégie. C'était, c'est vrai, une analyse, mais c'était au niveau, si on peut dire, par opérateur. Là. Je crois qu'il y a une information, le programme 140 000, il existe encore. Hein. Bien sûr. Il a démarré en 2008, c'est vrai, c'est le rythme, son rythme il est faible. 54 000, c'était un chiffre de 2008. Non. Le programme, il est encore là. Même le 250 000. Merci. Merci. Donc, rapidement, je vais répondre à les deux questions qui concernent l'Omran. Alors, la première question qui concerne le nouveau programme d'aide au logement, le montage de l'opération. Alors, rapidement, le nouveau programme d'aide au logement, c'est un changement de politique au niveau des pouvoirs publics. Avant, quand le pouvoir public qui a fait l'aide, le promoteur, pour faire le 140 000, 250 000 en termes de récupération des impôts, aujourd'hui, c'est une aide frontale, directe au nouveau acquéreur. C'est le changement. Donc, un propriétaire qui veut acheter un logement inférieur à 300 000, il pourra bénéficier de 100 000 dirhams, ou celui qui va acheter entre 300 000 et 700 000, il va bénéficier de 700 000. 70 000, pardon, 70 000. C'est le changement. Alors, en termes de l'Omran, on agit au niveau de cette même logique. Donc, soit en propre, soit en partenariat. En propre, on lance des projets dans cette fourchette. Et celui qui veut acheter un projet dans ce sens, donc il n'a qu'à rentrer la plateforme et faire ces informations. Donc, où là, tous les promoteurs immobiliers pour agir en partenariat avec l'Omran pour produire les types de logements. Vous pourrez continuer votre discussion après. C'est pas vraiment maîtriser, c'est-à-dire que en fait, c'est ça la question. En fait, c'est surtout ça qu'il faut maîtriser. Vous êtes foncière, enfin, vous êtes une foncière, je pense, d'après ce que j'ai compris, foncière promoteur. Mais du coup, en fait, c'est la partie charte architecturale, moi, à mon sens, qui doit être vraiment très détaillée pour qu'on puisse un peu cadrer les choses. C'est-à-dire que, oui, le programme, l'aide, on peut la donner, mais est-ce que le lotisseur ou le promoteur, est-ce qu'il respecte la charte architecturale? Donc, pour répondre الجواب على الأخ donc درت على التقييم ديال العقار العمومي. العقار العمومي اللي كتوضع على إشارات العمران، مجموعة العمران مطالبة باحترام وثائق التعمير اللي هي موجوده. يعني ما يمكنش انك تكون وثائق التعمير كتنص على ان غادي دير فيلات او لا هذا ودير انت اللوجمون سوسيال. دونك احترام وثائق التعمير كيجي في الاولويه. ومع ذلك على ان هذاك العقار العمومي اللي توضع راه الاشارات لمجموعه العمران درت لي ما الي بي باش خرجت لحد الان لي 3 كار ديال 3/4 ديال هذا العقار العمومي اللي توضع راه الاشاره مجموعه العمران نجزوا عليه برامج لفائده واحد الفئات معينه اللي هو لو بروغرام سوسيال. اي لو ان كار اللي بقى فائض القيمه وعن عائد الاستثمار. عوائد الاستثمار لان ملي واحد المشروع كيتعطى لمجموعه العمران راه القيمه ديالو كتنجز. هي مؤسسه ديال الدوله راه كاين لي ديفيدوند اللي كيرجعوا. Mais pour le rendement, ça, c'est de rendement public revenant au programme de 1040 000 dirhams. On a commencé avec 200 000 logements et après, dans la loi de finances, après, et on avait le programme de 140 000. Mais d'autres, les promoteurs, ici, ils réalisent plus de 500 logements en 5 ans, ils peuvent bénéficier de l'allègement fiscal. D'accord?
وبقى سارية الفعول ديال هذا البرنامج حتى الحدود سنة 2000 يعني أن اللي هو توقع الاتفاقيات اللي توقعوا بين الدول. Alors, les conventions qui étaient entre les promoteurs et l'État sont toujours actives et on ne peut pas parler de rendement ou de résultats jusqu'à la fin de 2025. Pour les unités de groupe Al-Omran, ça rentre dans le grand projet de 140 000 habitats consacrés au groupe Al-Omran. Merci à tous les intervenants, Madame Bahia Sakat, merci pour les intervenants, tous les intervenants qui ont contribué à cette discussion. Merci à vous tous.